Donc on va commencer avec un peu d'anatomie et de physiologie parce que c'est quand même la base pour essayer de comprendre. Donc déjà la localisation et la morphologie du ventricule droit, donc pas de secret. C'est la cavité la plus antérieure qui est juste derrière le sternum entre l'oreillette droite, l'artère pulmonaire, et elle a une forme particulière en croissant ou triangulaire. C'est une pompe qui a haut volume et basse pression, donc couplée au retour veineux pulmonaire, au retour veineux systémique et à la circulation pulmonaire. Alors une des particularités, c'est que la masse musculaire du ventricule droit, elle est extrêmement faible, on dit 1/6 de la masse musculaire du ventricule gauche, ce qui fait notamment que le ventricule droit est beaucoup plus compliant que le ventricule gauche. Il y a deux types de couches de fibres musculaires, des fibres circulaires superficielles qui sont en continuité avec les fibres du ventricule gauche et des fibres longitudinales qui, elles, sont plus profondes. Le ventricule droit a une géométrie extrêmement complexe, et vous savez, on va revoir qu'en échographie c'est difficile à évaluer, avec trois composants principaux, une chambre de remplissage avec l'aval tricuspide, les cordages, les muscles, le myocarde apical trabéculé, et enfin la chambre d'éjection ou infundibulum. Alors, il faut bien comprendre les notions de précharge et de post-charge. Donc la précharge, ça correspond à l'étirement initial de la fibre cardiaque avant la contraction, qui est influencée par de multiples facteurs, notamment la compliance ventriculaire, le retour veineux. Alors, le ventricule droit, la particularité, c'est qu'il est extrêmement tolérant à cette précharge, beaucoup plus que le ventricule gauche. Donc en gros, il accepte, il a une grande capacité de distension. La post-charge, c'est la charge contre laquelle le ventricule droit va devoir lutter à chaque éjection systolique au moment du cycle cardiaque. Et là, c'est l'inverse. Le ventricule droit, comme il est peu musclé, il a une masse musculaire faible finalement, il est peu tolérant à une élévation de pression, à une élévation de la post-charge. Et vous voyez que quand la post-charge augmente, le volume d'éjection systolique du ventricule droit s'effondre, raison pour laquelle finalement le VD, pour s'adapter, il va devoir se dilater. Autre élément important, c'est l'interdépendance ventriculaire, VG-VD, qui sont dans une enveloppe péricardique commune, avec, je vous ai dit, des fibres myocardiques communes. Et lorsque le ventricule droit est confronté à un excès de charge, finalement, il va y avoir une contrainte qui va s'exercer à la fois sur le péricarde et au niveau du septum interventriculaire, ce qui va aboutir à une compression du ventricule gauche et avec cet aspect en forme de D. Alors, quelles sont les causes ou mécanismes de dysfonction du ventricule droit? Ils sont multiples. Les principaux, donc, c'est des anomalies du rythme cardiaque, des anomalies de la précharge, une élévation de la précharge, une élévation de la post-charge, une atteinte intrinsèque du ventricule droit, et enfin, les altérations de l'interdépendance ventriculaire. Donc, schématiquement, les anomalies de la contractilité, par exemple, un infarctus du ventricule droit, une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Les anomalies de post-charge, une hypertension artérielle pulmonaire dont les étiologies sont multiples, par exemple une embolie pulmonaire, une atteinte du cœur gauche, que ce soit une cardiomyopathie ou une atteinte valvulaire. Et enfin, les causes d'élévation de la précharge, donc un volume augmenté, et notamment l'insuffisance tricuspide. Alors, au cours de l'examen ETT, l'évaluation du ventricule droit, l'évaluation de la fonction systolique du ventricule droit, elle doit être systématique. Et c'est très très important parce que la fonction systolique du ventricule droit, ça a une valeur pronostique indépendante et c'est associé aux capacités fonctionnelles chez les patients à insuffisance cardiaque. Alors, je vous ai parmi les centaines d'études qui montrent que dans chaque situation ou chaque sous-situation clinique, finalement, le ventricule droit a un rôle. Mais si on reprend par exemple le rôle pour les patients qui ont une insuffisance tricuspide en perspective d'intervention, vous voyez que le fait d'avoir une dysfonction ventriculaire droite, c'est associé au pronostic. Donc je vous dis évaluation très importante. Maintenant, comment? On a dit en ETT, quelles sont les limites parce que c'est pas facile de l'ETT. D'abord, les limites, c'est la position intrathoracique qui est vraiment très superficielle sous le sternum qui fait qu'on peut avoir une mauvaise résolution des ultrasons. L'aspect très trabéculé du ventricule droit qui fait que le contourage peut être difficile. Le mode de contraction avec deux composantes, une composante longitudinale, vous voyez, de l'arrière vers l'avant, de la base vers l'apex, et une composante radiale, donc de latéral vers le septum, donc avec des imageries ici en IRM et en écho. L'interdépendance biventriculaire, avec les deux éléments que je vous ai rappelés tout à l'heure, le fait d'avoir des fibres myocardiques communes au niveau du septum interventriculaire, et le fait d'être tous les deux localisés dans un espace péricardique commun. Et enfin, et c'est probablement l'élément le plus important,
c'est la dépendance aux conditions de charge. Parce que finalement, lorsqu'on va vouloir analyser la fonction systolique du ventricule droit, notre objectif, c'est d'analyser la contractilité intrinsèque du ventricule droit. Pour autant, c'est extrêmement difficile avec les outils dont on dispose d'analyser cette contractilité intrinsèque. Et il faut toujours essayer de l'évaluer dans le contexte de la pré- et de la post-charge qu'il est très important d'évaluer. Alors, tout le monde est bien conscient que c'est difficile et si vous regardez les recommandations, on vous dit il faut le faire en routine, mais c'est compliqué. Et pour ça, il faut utiliser de nombreuses méthodes, sachant que chacun des paramètres qu'on va utiliser va avoir des limites. Et comme toujours, quand chacun des paramètres a des limites, l'idéal, c'est d'en utiliser plusieurs pour essayer de faire une synthèse. Alors, ils vous disent comme c'est compliqué, que le gold standard, c'est l'IRM. Pour autant, on ne va pas faire des IRM à tous les patients. Et même, on pourra en discuter, il y a pas mal de limites à l'IRM. Alors pour l'écho, donc là on va parler de fonction, mais n'empêche qu'avant de parler de la fonction, c'est important quand même d'essayer de voir un petit peu la taille et la morphologie du ventricule droit. Un élément important, alors juste pour qu'on soit d'accord, moi je mets les cavités gauche à gauche et les cavités droite à droite. Donc ici c'est le ventricule droit, et théoriquement un ventricule droit normal, il doit être plus petit qu'un ventricule gauche, et donc quand vous avez un ventricule droit qui est plus gros que le ventricule gauche, il faut chercher une pathologie. Deuxième élément important à regarder déjà juste visuellement, c'est l'indice d'excentricité. Normalement, vous avez un ventricule gauche qui doit être bien rond et un ventricule droit en croissant. Lorsque vous avez des anomalies, des surcharges, pression ou volume, fonction de la systole et de la diastole, ça reflète déjà les anomalies volumiques au niveau ventriculaire droit. Alors, comment on évalue? Alors, je vous ai fait un petit catalogue, parce que je suis forcément un peu obligé, avec des paramètres qui vont évaluer la fonction longitudinale, des paramètres qui vont analyser la fonction globale. Alors, comme il y en a beaucoup, je vais, on va dire, m'intéresser aux principaux et aux plus classiques, sachant qu'on va parler en toute honnêteté, c'est-à-dire que quand on fait des topos, tout le monde vous sort tous les paramètres qui existent dans le monde, mais en vrai, si vous regardez une étude, qui est assez récente, 4 ans, on vous dit que dans la vraie vie, dans un quart des examens, les collègues ou nous-mêmes, on fait seulement une évaluation visuelle. Donc c'est-à-dire peut-être il va falloir essayer de travailler dessus pour essayer d'analyser d'autres paramètres. Et vous voyez que finalement, à part l'analyse visuelle, les autres paramètres qui sont les plus souvent réalisés, c'est l'analyse du TAPS, puis l'onde S', puis la fraction de raccourcissement, ce qui personnellement correspond assez à ma pratique pour les 3 premiers critères utilisés. Alors ce qu'on vous suggère, c'est une évaluation qui est quantitative et semi-quantitative en utilisant toutes les incidences classiques plus celle qui est spécifique du VD, l'apical 4 cavité modifiée dont vous ont parlé Patricia et Anne dans la présentation précédente. Et on vous dit, il y a plein de paramètres, mais vraiment il faut au moins que vous en ayez analysé un dans votre conclusion et on va les décliner un par un, sachant qu'on est honnête et qu'on sait que 1 c'est pas facile et que 2 ça prend du temps. Alors, paramètre classique, donc le plus fréquemment réalisé en pratique dans les études, c'est le TAPS, donc l'excursion systolique du plan de l'anneau tricuspide. Donc le TAPS, c'est donc on va mettre son curseur au niveau du plan de l'anneau tricuspide dans une incidence apicale 4 cavités au niveau de la partie latérale de l'anneau. Et donc là, on va analyser la fonction longitudinale du ventricule droit. Alors j'insiste bien sur le fait qu'il faut vraiment que votre plan soit dans l'axe de l'anneau pour ne pas se tromper, parce que si vous êtes de biais, forcément vous allez sous-estimer ce TAPS. Les avantages, c'est que c'est associé au pronostic, que c'est franchement très facile à obtenir, que c'est reproductible, ça dépend peu de la qualité de l'image. Les inconvénients, c'est que vous analysez uniquement la fonction longitudinale et pas la fonction radiale, que ça n'intègre pas la chambre d'éjection, que ce n'est pas valable après les chirurgies cardiaques et que ça dépend, comme je viens de vous le dire, de l'angle et de la charge. Deuxième paramètre classiquement étudié, c'est le pic de l'onde S', donc qui est un peu finalement comme le TAPS, mais en Doppler tissulaire. Également, vous allez vous mettre au niveau de la partie latérale de l'anneau tricuspide. Vous allez également analyser la fonction longitudinale. Et finalement, ce sont les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. La fraction de raccourcissement de surface du ventricule droit, donc on va l'analyser dans l'incidence apicale 4 cavités modifiée, et ça va être le rapport entre la surface télédiastolique moins la surface télésystolique sur la surface télédiastolique. Ça a une valeur pronostique établie. On permet d'analyser à la fois la fonction longitudinale et la fonction radiale. C'est corrélé à la FEVD en IRM. Par contre, là encore, ça n'intègre pas la chambre d'éjection. La reproductibilité est moyenne. Ça nécessite une bonne qualité d'image et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le problème des VD qui peuvent être très trabéculés et que ça dépend des conditions de charge. Ce que j'aime bien dans ce paramètre, c'est qu'outre la fonction, vous avez aussi la surface, donc ça vous donne une idée de la dilatation ou non des cavités droites. Donc je trouve que c'est un paramètre qui est très intéressant en pratique.
La fraction de raccourcissement systolique, donc comme vous l'ont dit Patricia, c'est très important d'essayer de se mettre dans le bon axe. Et le bon axe, dans ce papier, il vous suggérait que c'était de faire cette apicale 4 cavités modifiée qui vous permettait d'avoir le plus grand volume. Alors ici, voilà une illustration. Je vous mets une 4 caves classique. On ne voit pas forcément très bien l'apex et la paroi latérale. Et donc, quand on va aller plus vers les selles, là, on va pouvoir visualiser l'ensemble du ventricule droit qui est indispensable, que ce soit pour faire une analyse de fraction raccourcissement systolique ou que ce soit même pour après faire du strain ou du 3D. L'indice de performance myocardique ou indice de Tay, donc là, deux possibilités. Donc dans tous les cas, vous allez faire du Doppler pulsé trans-tricuspide, un peu comme vous faites pour la mitrale au quotidien, mais cette fois au niveau tricuspide avec votre onde E et votre onde A. Et ensuite, il vous faudra une deuxième mesure, soit en parasterne petit axe Doppler pulsé, vous allez avoir le flux pulmonaire, soit vous restez dans l'insuffisance apicale 4 cavités en Doppler tissulaire au niveau de la paroi latérale de l'anneau pour avoir la durée de l'onde S et les temps de relaxation, de contraction isovolumique et relaxation, sachant que la définition, c'est le rapport entre votre temps de contraction isovolumique plus le temps de relaxation isovolumique sur le temps d'éjection pulmonaire, et plus il est bas, inférieur à 3, et plus c'est normal. Alors ça a une valeur pronostique établie, ça dépend peu de la fréquence cardiaque, peu fiable quand la POD augmente, et pour la première méthode, donc avec le Doppler pulsé, il faut que vous ayez un bon matching des RR, donc par exemple si le patient est en FA, d'avoir un temps qui soit relativement comparable entre les deux cycles mesurés. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure par Anne et Patricia. Maintenant, on fait de plus en plus le strain. Donc le strain, là encore, ce qui va être vraiment important, ça va être de bien visualiser l'ensemble de la cavité avec notamment l'apex et la paroi latérale. Ça a une valeur pronostique établie, ça ne dépend pas de l'angle, donc d'où l'intérêt finalement de Bequet. Et vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir l'ensemble du ventricule droit plus que la façon de l'obtenir. C'est pas trop sensible entre guillemets aux conditions de charge. Par contre, ça va dépendre du vendeur, hein, toujours pareil. Et donc c'est pour ça que les vendeurs et les industriels travaillent pour essayer d'homogénéiser leurs normes. Il n'y a pas de standard défini, c'était pour la question posée tout à l'heure, et notamment est-ce qu'il faut faire un GLS global ou analyser uniquement la paroi latérale comme ça semble être suggéré. Tout ça c'est en cours, c'est pas encore complètement validé. Ça n'intègre pas la chambre d'éjection et bien entendu, il faut une très bonne qualité d'image pour tout ce qui est contourage. Et enfin, la fraction d'éjection ventriculaire 3D. Personnellement, je pense que c'est l'avenir. Pourquoi c'est l'avenir? Parce que c'est très simple, qu'on espère que ce soit reproductible et que ça va mesurer l'ensemble du ventricule, l'ensemble des trois composants dont je vous ai parlé, que c'est bien corrélé à l'IRM. Maintenant, c'est l'avenir, mais ce n'est pas forcément complètement le présent, dans la mesure où il faut une bonne qualité d'image, et il faut être honnête, on ne l'a pas toujours chez tous nos patients. Ça dépend quand même des conditions de charge, et pour le moment, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, je vous montre une belle image, mais on est d'accord, on est dans les congrès, on veut forcément montrer des belles images. Au quotidien, on n'a pas forcément ça pour tous les patients. Et donc là, l'avantage, il y a plusieurs avantages, c'est que vous avez votre fraction d'éjection, mais vous avez aussi les volumes diastoliques, systoliques. On peut avoir maintenant le TAPS, donc c'est quand même assez pratique. Et je pense que c'est l'idée, c'est que dans quelques temps, finalement, en une acquisition, on puisse avoir toutes les valeurs dont on a besoin. Donc l'élément majeur, ça va être bien entendu la qualité d'image. Alors j'ai insisté pour le moment sur, on va dire, les choses qui sont assez classiques, qu'on a toujours apprises, peut-être à part le GLS et le 3D qui sont en train de rentrer dans les mœurs. Mais un autre élément sur lequel on a toujours été intéressé, mais c'était pas vraiment encore sorti, et pour lequel on a de plus en plus de papiers qui montrent que c'est important, c'est la notion en fait de corréler la fonction contractile qu'on essaye d'analyser en la rapportant à la post-charge. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous allez faire le rapport entre un paramètre de fonction, par exemple le TAPS, et un paramètre post-charge, par exemple les pressions pulmonaires. Et donc vous voyez ici, là, c'est assez récent, en 2021-2022, vous voyez, il y a plein d'études, il y en a encore, enfin là je vous en ai mis 3, mais il y en a pas mal d'autres, qui vous montrent que finalement ces rapports sont associés au pronostic, après avec une limite qui est que voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant,
Mais après, vous allez me dire, ok, mais dans ma pratique, j'utilise quel cut-off, et vous voyez qu'il y a plein de cut-offs différents en fonction des registres, donc ce n'est pas encore très consensuel. Sachant que dans les dernières recommandations sur l'hypertension artérielle pulmonaire qui sont sorties là il y a quelques semaines à l'ESC, vous voyez qu'ils vous mettent dans les paramètres pour analyser la fonction ventriculaire droite, le rapport TAPS sur PAPS avec un ratio inférieur à 0,55. Vous voyez le ratio qui est différent des autres, donc c'est difficile de dire quel est le chiffre à retenir, mais pour autant, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant il ne faut pas s'intéresser uniquement à la fonction contractile du VD, mais il faut la rapporter à la post-charge. Alors, une petite limite, parce qu'on dit toujours analyser la post-charge. Moi, vous savez, j'aime beaucoup l'insuffisance tricuspide. Et le problème, c'est que quand on analyse l'insuffisance tricuspide, il y en a beaucoup qui ont des IT qui sont laminaires. Et alors là, franchement, c'est la catastrophe, parce que comment on analyse la pression pulmonaire? Alors, on va vous parler de l'insuffisance pulmonaire, mais franchement, c'est pas idéal. Et il y a cette très belle étude, j'aime beaucoup, où ils vous ont montré qu'en fait, il faut faire des cathéters droits systématiques, et que pour ces patients, ce sont les patients qui auront les PAP les plus élevés, alors que vous êtes incapable de bien les évaluer en écho, et ce sont ces patients qui ont le pronostic le plus altéré. Et vous voyez, pareil, dans les dernières recommandations, publiées il y a quelques semaines, les guidelines sur l'hypertension artérielle pulmonaire, on vous dit que le cathéter droit il devrait être systématique pour les patients pour lesquels vous cherchez à évaluer une hypertension artérielle pulmonaire, et même plus encore, les patients qui ont une IT et en vue d'un traitement curatif, le cathéter droit est obligatoire. Ça, c'est un élément important. Alors, je vous ai parlé de tous les paramètres un par un. Maintenant, je reviens à cette belle étude de l'équipe d'Éric Apergel, où ils avaient dit 1 paramètre c'est bien, 2 c'est mieux et 3 c'est encore mieux. Je pense que ça paraît très logique et pertinent. C'est que l'analyse multiparamétrique, c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour toutes nos évaluations et notamment la fonction ventriculaire droite. Alors, de temps en temps, on a besoin d'être un petit peu plus précis sur la fonction systolique, quelle est la zone, le segment qui est atteint. Par exemple, quand il y a un infarctus de ventricule droit ou une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Et de façon, là encore, très schématique parce que ce n'est pas facile. Par exemple, dans le sens parasternal, on aura plutôt la paroi antérieure. Dans l'incidence apicale, ce sera plutôt la paroi latérale. Et en sous-costal, plutôt inférieure, de façon très caricaturale. Je vous ai parlé de la fonction qu'on essaie d'avoir intrinsèque, de la post-charge, et maintenant c'est très important la pré-charge, et ça en général c'est assez simple, notamment avec la veine cave inférieure, avec les 2 éléments analysés que sont la taille, le diamètre de la veine cave inférieure, et enfin les variations respiratoires. Vous avez ici des illustrations, que ce soit en 2D ou en TM, la taille et les variations respiratoires. Donc, pour conclure, l'évaluation de la fonction systolique du VD en ETT, elle doit être réalisée de façon systématique, même s'il faut être honnête, c'est compliqué. On a beaucoup de paramètres à notre disposition, chacun a des forces et des limites, parfois des incidences spécifiques, notamment je vous ai parlé de l'apical quai de cavité modifié, des seuils qui peuvent être adaptés en fonction de l'âge, du sexe, du vendeur, parfois discordance, d'où l'analyse multiparamétrique qui à mon avis est très importante, sachant que dans les recommandations on vous dit faites au moins un paramètre, ce sera déjà bien. Et je pense que l'avenir, c'est l'analyse de la fonction globale simplifiée par le 3D, même si, honnêtement, on n'y est pas encore aujourd'hui, mais on peut espérer prochainement. Alors, je vous ai dit, tous les paramètres de fonction systolique du VD, ils sont dépendants, un degré plus ou moins important de la contractilité intrinsèque et de la charge, pré- et post-charge. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est une analyse du VD qui va être corrélée aux paramètres de charge. Donc, la pré-charge, surtout la pression dans l'OD estimée par la veine cave inférieure, et la post-charge, pression de remplissage VG, pression artérielle pulmonaire systolique, éventuellement résistance. De façon un peu schématique, ici, vous avez les seuils pathologiques des différents, on va dire, des paramètres les plus classiquement employés. Quand vous avez une post-charge qui est normale et ces paramètres qui sont altérés, là, vous pouvez dire qu'il y a une atteinte intrinsèque du ventricule droit. Quand ces paramètres sont altérés mais que la post-charge est élevée, c'est difficile de répondre de façon formelle sur l'atteinte intrinsèque ou non du ventricule droit. Voilà, je vous remercie.